1997, ghetto du Bronx. Évitant les patrouilles incessantes de la garde nationale, Marvin rejoint son groupe de combat. Depuis des années, les forces de la Black Panther Army se préparent en secret. Demain, ils partiront à l'assaut du mur. Demain sera le jour de leur libération. Après l'esclavage et la ségrégation, les populations noires d'Amérique du Nord ont connu l'oppression. Ravagées par de violentes émeutes, les grandes villes américaines ont bouclé les quartiers noirs, très vite devenus des ghettos surpeuplés. Véritables prisons à ciel ouvert, progressivement cernées de hautes enceintes surveillées nuit et jour. La situation sanitaire y est catastrophique. Au bord de l'explosion, ces ghettos sont de véritables bombes à retardement au cœur même des États-Unis blancs d'Amérique. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. 25 ans plus tôt, une poignée de citoyens va se battre pacifiquement et obtenir la fin de la ségrégation. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en influencer le cours. De la naissance d'un grand empire millénaire à la fin d'une civilisation florissante. Du génie créatif d'une poignée d'hommes à une révolution culturelle planétaire. Des visions totalitaristes les plus sombres, aux grandes guerres les plus effroyables. De la résistance héroïque d'un peuple entier à la volonté sans faille d'une minorité. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. Décembre 1865, Tennessee. D'anciens officiers sudistes se réunissent en secret et fondent le Ku Klux Klan. 1er décembre 1955, Rosa Parks, une femme noire de 42 ans, refuse de céder sa place à une personne blanche et se fait arrêter. 29 août 1963, devant 250 000 personnes, le pasteur Martin Luther King prononce son célèbre discours « I have a dream ». Ces trois événements, intimement liés, sont des moments historiques clés de l'émancipation des Noirs américains et vont mener à la fin de la ségrégation. Voyons comment. Dans le monde d'aujourd'hui, après des siècles de combats, l'esclavage humain est officiellement interdit. Cela, bien sûr, n'a pas toujours été le cas. Milieu du 19e siècle, État du Mississippi, sud des États-Unis d'Amérique. Importée comme marchandise depuis l'Afrique, il y a des dizaines d'années, la communauté esclave noire représente 4 millions de personnes pour une population totale de 31 millions d'habitants. Leur statut est très clair. Ce sont des biens, au même titre que les objets ou les animaux. Le commerce des esclaves est interdit en 1808, mais l'esclavage, lui, est toujours bien présent. Et il divise le pays. Au nord, les États sont très industrialisés. La population y est de 20 millions d'habitants. Les idées nouvelles venues d'Europe se développent rapidement et très tôt, certains veulent interdire l'esclavage. On les appelle les abolitionnistes. Au sud, le coton et le tabac constituent la principale richesse et les immenses plantations emploient des millions d'esclaves. Composés de 9 millions d'habitants, les États du Sud, plus traditionnalistes, défendent leur mode de vie et sont farouchement opposés à la fin de l'esclavage qui anéantirait leur économie. Industriels abolitionnistes au nord, contre planteurs esclavagistes au sud. C'est dans ce contexte tourmenté qu'intervient un homme capital pour la construction des États-Unis. Abraham Lincoln. Soutenant la cause abolitionniste, Lincoln est immédiatement perçu comme une menace pour les esclavagistes. Les États du Sud affirment que si Lincoln est élu, ils feront sécession, c'est-à-dire qu'ils quitteront l'Union.
Abraham Lincoln devient le 16e président des États-Unis et le premier à devoir gérer une crise aussi grave que la sédition de 7 États. C'est le début de la guerre de sécession. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements, les modifier pour réécrire l'histoire à l'infini. Par exemple, imaginons que nous devenions, pour un temps, un esclave. Nous serions considérés comme une marchandise, au même titre que du bétail ou qu'une télévision. Des gens pourraient nous acheter et nous revendre. Ce statut serait à vie. Aucune possibilité pour nous d'en sortir, sauf si, par miracle, notre propriétaire acceptait un jour de nous libérer, nous affranchir. À nos enfants, nous ne transmettrions rien, si ce n'est l'esclavage. Ces mêmes enfants pourraient même être vendus à d'autres propriétaires, divisant nos familles pour toujours. Au XVIIIe siècle, une véritable machine commerciale se met en place. Le commerce triangulaire. Capturés par des tribus ennemies, les esclaves africains sont échangés contre des marchandises venant d'Europe, puis ils traversent l'Atlantique dans des conditions inhumaines pour être échangés une seconde fois aux colons d'Amérique. Enfin, les navires repartent en Europe, chargés de marchandises, pour continuer le cycle. L'esclavage est un phénomène ancien, et il est loin de s'être limité à l'époque moderne. Des esclaves chrétiens marchandés par les Arabes jusqu'à l'économie romaine, l'esclavage a touché toutes les époques, tous les continents et tous les peuples. De nos jours, il a été officiellement interdit, mais l'esclavage moderne, lui, est bien présent. La guerre de sécession est une guerre civile. Avec 600 000 morts, c'est à ce jour le conflit le plus sanglant qu'aient connu les États-Unis sur son sol. Sur plus de 2 millions de soldats enrôlés dans les armées nordistes, 180 000 Noirs combattront dans 163 unités. Alors qu'ils ne représentent qu'à peine 1% de la population du Nord, les Noirs composent environ 10% des effectifs de l'armée. Le 31 janvier 1865, le Congrès adopte le 13e amendement qui abolit l'esclavage. Quelques mois plus tard, après 4 ans de lutte, la dernière armée sudiste se rend. La guerre est finie. Le Sud est ruiné, humilié par la défaite, ravagé par le chômage et traumatisé de voir les anciens esclaves devenir les égaux des Blancs. Une rancœur lourde et profonde envers les États du Nord s'installe pour des décennies. De cette haine naît le Ku Klux Klan. En décembre 1865, quelques jours à peine après l'abolition totale de l'esclavage, des anciens officiers sudistes se réunissent pour former ce qui deviendra la plus célèbre et la plus sanglante des organisations terroristes américaines. Le Ku Klux Klan se reconnaît 2 ennemis: les Noirs et le pouvoir fédéral. Au départ, il s'agit de faire peur, se déguiser avec de grands draps blancs pour terroriser, de nuit, la population noire. Mais rapidement, c'est l'escalade. Les insultes font place aux menaces, aux brimades, aux incendies d'écoles et de maisons, puis aux meurtres. Le Ku Klux Klan s'agrandit de jour en jour jusqu'à devenir une véritable armée secrète. Au total, entre 1866 et 1914, 4600 personnes, en majorité des Noirs, sont victimes d'expéditions nocturnes. Certaines paix annoncent des guerres. Plus la victoire est difficile à obtenir, plus on a envie de la faire payer aux vaincus. Pourquoi se montrer clément alors que l'on vient de se battre? Si l'on pardonnait trop facilement, le conflit et les sacrifices demandés à la population n'auraient plus aucun sens. Alors on impose des indemnités de guerre aux vaincus. On lui confisque des territoires.
on se comporte en maître. De quoi renforcer la rancœur d'un ennemi déjà humilié. De quoi compromettre une paix. En 1918, l'armistice signé entre la France et l'Allemagne est très dur pour cette dernière. Alors qu'elle vient de perdre au combat plus de 2 millions de ses concitoyens pour rien, elle se voit imposer de très lourdes indemnités financières. Le pays plonge alors dans une profonde crise économique. Chômage et rancœur sont deux terreaux fertiles pour la haine et les extrémismes. L'armistice de 1918 porte en elle les graines de la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, la défaite des sudistes en 1865 plante le décor des conflits raciaux à venir. Après la guerre de sécession, les lois fédérales imposent l'égalité noir-blanc à tout le pays. Mais chaque État conserve une marge de manœuvre. Des lois locales qui peuvent ainsi s'ajouter aux lois fédérales, les compléter. Les États du Sud vont profiter de ce système pour contourner légalement le principe d'égalité qui leur est imposé. C'est l'apparition des Black Codes. Interdiction des mariages interraciaux. Stricte séparation noir et blanc dans les transports et les lieux publics, les établissements scolaires ou les hôpitaux. Plus grave, l'ajout de tests obligatoires d'alphabétisation ou d'hérédité réduit de 90% le nombre de Noirs pouvant voter. Puisqu'ils n'ont pas le choix, les Blancs acceptent de traiter les Noirs en égaux. Mais aucune loi ne leur impose de vivre ensemble. Égaux, mais séparés. À la fin du 19e siècle, la ségrégation divise le pays en deux. Le principe est le suivant. Chaque État est autorisé à imposer par la loi des mesures de ségrégation raciale. Seule exigence, offrir les mêmes conditions aux divers groupes raciaux. Par exemple, le même nombre de sièges réservés aux Noirs et aux Blancs dans un bus. Ces lois varient en fonction des États et une action autorisée quelque part peut être strictement illégale dans le comté voisin. Cette situation dure plus de 50 ans. En 1954, la Cour suprême juge ces lois anticonstitutionnelles. Officiellement, la ségrégation n'existe plus. Dans l'absolu, les élèves noirs peuvent donc se rendre dans les écoles anciennement réservées aux Blancs. Dorothy Counts a 15 ans. Elle avance au milieu des cris et des insultes. On lui crache dessus, lui jette des pierres. C'est l'une des premières élèves noires à vouloir intégrer une école blanche. Aucun professeur n'accepte de lui enseigner. C'est un bras de fer entre l'État fédéral et les mentalités locales. Des élèves noirs sont escortés par la garde nationale ou la police fédérale, simplement pour pouvoir étudier. Les États-Unis ont une histoire à la fois courte et complexe. La rapidité de leur construction, en empilant des couches de nationalités les unes sur les autres en très peu de temps, en fait un pays unique au monde par sa diversité. Les communautés, à la fois nombreuses et de cultures différentes, se sont retrouvées à vivre ensemble, pour le meilleur comme pour le pire. La ségrégation est le fruit de son histoire. D'autres pays ont connu le même genre de séparation raciale. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1948, apparaît lentement en Afrique du Sud un régime de séparation entre populations noires originales et blanches européennes. Les Blancs, au pouvoir, imposent l'apartheid. Cette fois, ces lois viennent d'une population minoritaire qui a peur de disparaître. Dans un réflexe de survie, elle s'est mise à oppresser et marginaliser 80% des habitants du pays, créant un climat social instable. Après 40 ans d'existence, l'apartheid finit par disparaître sous l'action conjointe du président d'Afrique du Sud, mais surtout de Nelson Mandela, opposant politique ayant passé 27 ans en prison pour son action essentiellement pacifique. Un régime minoritaire n'a qu'un seul moyen pour se maintenir au pouvoir, l'usage de la force. La ségrégation, le pasteur Martin Luther King la vit comme une injustice. Car si la séparation est bien là, l'égalité, elle, est encore loin d'être acquise. Âgé de 6 ans, on a dû lui expliquer que 2 de ses anciens camarades d'école
ne pouvaient plus continuer à le fréquenter. Ils étaient blancs et venaient de rentrer dans une école qui n'accepte pas les noirs. Un peu plus tard, tombés amoureux d'une fille blanche, ils avaient dû renoncer à se marier, sachant parfaitement que dans cette société, ils vivraient un enfer. Son combat, le droit de vote, le droit au travail, l'égalité des salaires et la fin de la ségrégation. Sa méthode, face à une loi injuste, il faut désobéir sans violence. C'est la désobéissance civile. 1955, ville de Montgomery, dans l'Alabama. Un élément va permettre à Martin Luther King de tester sa méthode grandeur nature. Depuis 1900, les bus de Montgomery avaient des sections réservées aux Blancs et d'autres aux Noirs. Les Noirs devaient payer leur ticket, ressortir du bus et rentrer par l'arrière. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks, une femme noire de 42 ans, monte dans le bus et s'assoit à une place réservée aux Noirs. Alors que le bus se remplit, le chauffeur lui demande de laisser sa place aux Blancs debout. Elle refuse. Le chauffeur appelle la police qui l'arrête. Martin Luther King saisit aussitôt l'occasion. Il prend la tête de ce qui devient un véritable boycott. Désormais, plus aucun noir ne prendra le bus. On lui préférera le covoiturage ou les longues marches à pied. L'idée est d'asphyxier financièrement la compagnie pour lui imposer de changer ses règles. Martin Luther King est arrêté, mis en prison, sa maison incendiée. Mais en 1956, c'est la victoire. La ségrégation est déclarée illégale dans les bus. La même méthode sera réutilisée à de nombreuses reprises, toujours sans violence, parfois par de simples occupations de lieux. Toute sa vie, le pasteur applique un principe chrétien. Face à la violence, tendre l'autre joue. Recevant des lettres de menaces, sa maison et donc sa famille visées par un attentat, il ne cédera jamais, car pour lui la violence entraîne la violence. Un jour, il se retrouvera même assiégé dans une église par plus de 300 manifestants armés de parpaings et de grenades lacrymogènes. Après avoir obtenu la démission du maire de la ville de Birmingham et surtout le licenciement du chef de la police raciste et violent, il organise une marche sur Washington. Martin Luther King sait que le combat non violent doit se mener sous l'œil des caméras. Devant 250 000 personnes, face au Lincoln Memorial, il prononce alors ce qui deviendra le discours le plus célèbre de la lutte raciale aux États-Unis. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire, où le monde bascule d'un côté ou de l'autre. Le pasteur Martin Luther King vient de prononcer un discours qui deviendra célèbre et qui marquera durablement les esprits. Aux yeux et aux oreilles du monde, il donne un message d'espoir, de réconciliation, affirme le désir d'unité. Ses propos, ouverts et tempérés, ne ferment pas les portes, il les ouvre en grand. Sa vision rend le changement possible. Inspiré par des personnes courageuses qui ont osé défier l'autorité comme Dorothy Counts ou Rosa Parks, il permet aux États-Unis de prendre le virage en douceur et de laisser derrière eux la ségrégation. Que se serait-il passé si personne, à l'image de Rosa Parks, n'avait eu le courage de dire non? Si aucun Martin Luther King n'avait pris sa défense? La situation aurait empiré. Elle ne pouvait faire que ça. Les brimades et les injustices des Blancs envers les Noirs auraient continué, encore et encore, jusqu'à atteindre le point de non-retour. Face au désespoir, les communautés noires se seraient tournées vers des leaders radicaux. Elles auraient basculé dans la violence.
Dans les grandes villes, de nombreuses émeutes auraient certainement tourné à la confrontation armée avec la police. Le sang aurait appelé le sang. Pour contrôler la situation et protéger les siens, la population blanche au pouvoir aurait probablement voté des lois interdisant aux populations noires de sortir de leur ghetto, allant peut-être même jusqu'à les y enfermer avec de hauts murs de barbelés. La situation serait alors hautement explosive. Les injustices de la ségrégation sont encore loin d'être oubliées. La violence appelle la violence. La haine appelle la haine. Dès 1930, parallèlement au combat pacifique du pasteur Martin Luther King, des groupes radicaux enfants du racisme et de la ségrégation sont apparus progressivement. À Détroit, Nation of Islam est une organisation politico-religieuse. À l'origine, ils ne sont que quelques centaines de membres. En 1963, année de la marche sur Washington, ils sont 30 000. Le groupe dispose d'un service d'ordre, en fait une véritable armée privée, et met l'accent sur l'autodéfense. D'un côté, Martin Luther King réaffirme sa volonté de ne pas diviser le pays et exprime son souhait de voir une Amérique unie dans la fraternité. De l'autre, les Blancs sont qualifiés de race inférieure créée par un scientifique noir il y a 6000 ans. Ils sont le diable sur Terre. Les revendications iront même jusqu'à demander la création d'un État noir au cœur des États-Unis. Malcolm X, son porte-parole officiel, déclare « Je ne suis pas un Américain ». Pour eux, c'est la liberté ou la mort. C'est la réaction à la ségrégation et au Ku Klux Klan, à l'opposé de Martin Luther King. Malcolm X est assassiné par balle 1 an à peine après que Martin Luther King ne reçoive le prix Nobel de la paix. Et la course à la violence ne fait que commencer. L'année 1966 voit la naissance du Black Panther Party, groupe d'extrémistes armés considérés comme terroristes. Le 4 avril 1968, Martin Luther King est assassiné par un ségrégationniste blanc. Deux jours plus tard, Bobby Hutton, trésorier des Black Panthers, désarmé et les mains en l'air, est abattu de 12 balles par la police. Les décennies qui suivront verront une forte ghettoisation de la population noire, notamment dans les quartiers du Bronx de New York ou du South Central de Los Angeles, et seront les témoins de nombreuses émeutes sanglantes. Mais ceci est une autre histoire. Face à l'injustice et l'oppression, la réponse la plus naturelle est souvent la colère, puis la violence. À travers le monde, nombreux sont les groupes ayant choisi l'action violente plutôt que démocratique pour obtenir un changement. Intimidation, enlèvement, assassinat, détournement, attentat. Le terrorisme médiatisé est tentant. L'effet est garanti. Plus la violence est grande et plus le monde vous entend. Mais vous écoute-t-il ? Combien de lois ont été changées ou abandonnées suite à un attentat ? Combien de gouvernements ont démissionné suite à un détournement d'avion ? La violence est certes visible, mais elle fait peur. Elle effraie ceux qui pourraient comprendre, éloigne ceux qui pourraient prendre parti. Martin Luther King, Nelson Mandela et Gandhi ont à eux trois accompli plus de choses par la non-violence que tous les groupes terroristes du monde. Ils ont compris que le pouvoir repose sur l'acceptation du peuple. Si le peuple vous suit, vous pouvez changer le monde. Les États-Unis ont connu l'esclavage et la ségrégation. Ils ont mis en place des lois raciales, connu des émeutes sans précédent, ont vu naître des groupes terroristes radicaux. Mais, surmontant leurs peurs historiques,
dépassant leurs préjugés et leurs rancœurs, ils ont su avancer, pardonner le passé sans l'oublier. En 2008, 40 ans après l'assassinat de Martin Luther King par un ségrégationniste, Barack Obama devient le premier président noir des États-Unis d'Amérique. Et ce fait même vaut tous les discours.